Bienvenue à toutes et à tous dans le CQFR du samedi, le ce à quoi il fallait répondre. Et cette semaine, Shai et moi allons tenter de relever le défi de répondre à toutes les questions que vous nous avez envoyées tout au long de la semaine. On vous remercie encore d'ailleurs de toutes ces sollicitations. Nous, on adore ça. On essaie de répondre au maximum de questions. Malheureusement, on n'a pas forcément le temps de répondre à toutes, mais n'hésitez pas à retenter votre chance. Il y a parfois des questions qu'on se met de côté aussi parce qu'on sait qu'on n'a pas le temps, mais que c'était vraiment des questions intéressantes. Je vous redonne l'adresse, même si elle est dans la description de ce podcast. C'est cqfr.rivers@gmail.com. Voilà, merci encore de nous suivre sur tout ça. J'ai hâte de savoir, parce que cette semaine, c'est à nouveau Shai qui s'y est collé. C'est lui qui a regardé les questions que vous aviez à nous proposer. Donc, c'est toi qui as eu la primeur de toutes ces questions, Shai. Ouais, mais j'aime bien ça parce que au début c'était un peu en mode dépannage et tout, mais en fait, j'avoue que je sollicite pas mal parce que j'adore regarder les questions et voir tous les messages que vous envoyez. Parce qu'il y a bon, forcément, il y a beaucoup de compliments et de remerciements et tout ça, et on adore, ça fait toujours chaud au cœur. Et il y avait encore un paquet de questions. J'ai essayé parfois d'en rassembler sur les thématiques, parce qu'il y a des thématiques sur lesquelles vous vous posez le même type de questions. Donc parfois j'ai regroupé pour quand même essayer de mentionner votre message. Mais voilà, encore une fois, comme a dit Théo, merci beaucoup pour tous les messages que vous nous envoyez. Parfois même juste des messages de soutien, ça fait vraiment, vraiment chaud au cœur. Donc on va commencer. Alors forcément, il y a une thématique, la thématique qui vous préoccupe pas mal, c'est celle d'actualité sur les finales NBA, sur les playoffs en eux-mêmes. La thématique Boston vous passionne pas mal. On va commencer avec une question de Loïc. Suite à la qualification des Celtics en finale NBA, on peut voir beaucoup de scepticisme autour de cette équipe, de la part des fans, voire même des différents médias, qui mettent en avant un parcours avantageux avec les absences chez leurs adversaires de Butler, Mitchell puis Haliburton. Ma question est la suivante. Ne pensez-vous pas que ce scepticisme ambiant est principalement dû au demi-échec du cycle des Celtics depuis 2008 sous l'ère Jaylen Brown, Jason Tatum, toujours placé, jamais gagnant? Il nous rappelle l'historique du duo. Finale de conférence 2023, finale NBA 2022, premier tour 2021, finale de conférence 2020, demi-finale de conférence 2019 et finale de conférence 2018. Oui, bah, il y a forcément beaucoup de ça. En fait, ce qui est compliqué, c'est que cette équipe, elle a tellement roulé sur la saison régulière. On est tellement habitué à cette équipe, finalement, parce qu'ils ont été en avance sur les temps de passage avec leurs deux stars, Jalen Brown, Jason Tatum, à aller très loin alors qu'ils étaient encore tout jeunes, que forcément, on a l'impression que s'ils gagnent pas, Enfin, il y a une grosse pression autour du fait que les Celtics doivent être champions cette saison. C'est une pression qui est un peu injuste d'un côté et un peu justifiée aussi, parce qu'en fait, quand tu as une équipe aussi dominatrice en saison régulière, tu t'attends à ce que ça aille au bout, d'autant que c'est plus une équipe... l'équipe est relativement jeune, mais c'est une équipe qui est expérimentée, donc tu te dis, bon bah voilà, on serait tenté de dire c'est maintenant ou jamais. C'est pas tout à fait vrai en fait. C'est-à-dire qu'il faudrait que ce soit maintenant, ça serait la logique, mais je pense pas que ça soit ou jamais, dans le sens où je pense pas que même si jamais Boston ne devait pas être champion NBA cette année, ça voudrait dire qu'il faudrait tout repartir, il faudrait repartir de zéro et casser le concept. Par contre, c'est vrai que enfin moi en tout cas, Shai, tu vas me dire ce que t'en penses, mais je dirais pas que je suis sceptique, mais en fait j'attends de voir avec cette équipe de Boston, justement parce qu'il y a cet historique qu'on connaît, parce qu'il y a cette équipe qui a roulé sur la saison régulière et qui derrière a roulé aussi sur les playoffs. En fait, faut dire, je suis le premier coupable. Ils ont roulé sur les playoffs, ils ont perdu que 2 matchs, et en même temps tu dis oui, mais il y avait des blessés. Alors ça c'est pas, moi encore une fois, je dis pas parmi les adversaires, je dis pas que c'est dans toutes les équipes qui sont championnes ont eu des saisons ou des séries face à des équipes où il y avait des blessures, où il manquait des joueurs. Là, il y en a eu beaucoup à l'avantage de Boston, c'est vrai. Boston n'est pas au complet non plus. Il joue sans Kristaps Porzingis, qui est un élément déterminant et importantissime de cette équipe. Je pense même que c'est sans doute l'un des éléments les plus importants pour Boston à l'approche de ces finales NBA. Mais il n'empêche que voilà, ça laisse... C'est vrai qu'on a ce petit moment, ce petit doute de se dire finalement ils n'ont pas encore vraiment été testés. Ils ont eu un parcours qui peut sembler simple entre guillemets quand on compare au coupe-gorge qui a été la conférence Ouest, même si ça n'a pas été si simple que ça. Les Pacers ont vendu chèrement leur peau au bout du compte, même s'ils ont pris qu'un match. Non, même s'ils ont été sweepés, pardon. Mais... Ouais, c'est dur. En fait, on attend les finales NBA pour voir de quoi est faite vraiment cette équipe. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu le sentiment qui domine. On va bientôt savoir, hein, de toute façon. Le vrai test va.
C'est pas du scepticisme, à proprement parler. Moi, de mon côté, c'est pareil, c'est que j'attends de voir face à une opposition peut-être plus relevée, là, a priori, on touche du bois, mais à l'heure où on enregistre, les Mavs n'ont pas de blessés majeurs, donc ça va et le scénario qu'on espérait, se dessine, c'est-à-dire 2 équipes quasiment à 100 et sans blessés majeurs, d'autant que Porzingis va revenir. Moi, mon interrogation, alors tout ce que tu as énoncé, Loïc, sur l'historique, pour moi, c'est pas un deux alors ça peut être qu'un demi-échec parce que avoir cette régularité-là, au plus haut niveau quand même, à chaque fois, enfin le nombre de finales de conférence, le nombre de demi-finales, une participation aux finales NBA, avec 2 joueurs qui sont encore jeunes finalement, qui sont pas trentenaires, c'est presque, enfin faut le mettre à leur actif et la fameuse fenêtre dont on sait jamais, combien de temps elle va être ouverte pour plein d'équipes, elle est variable. Pour les Celtics, elle existe encore, même si là, ils se plantent en finale, où ils perdent, parce qu'il y a se planter et perdre, ce sera pas terminé. Ce sera pas terminé parce que leurs 2 meilleurs joueurs sont encore jeunes et ont montré qu'ils avaient envie de jouer ensemble, c'était pas un souci. Autour, l'équipe, elle est quand même encore forte. Donc ouais, au bout d'un moment, tous les ans, on va pas dire: «C'est bon, la fenêtre est encore ouverte, la fenêtre est encore ouverte». Il y a un moment, évidemment, où il faudra se dire que c'est le moment et qu'il faut qu'il faut gagner un titre pour valider toute cette belle période. Ça peut être aussi une de ces équipes qui, historiquement, n'aura jamais réussi à passer le cut, il y en a plein, hein, dans l'histoire et malgré un talent énorme. Donc les Celtics, se doivent d'essayer d'éviter ça et je pense qu'à un moment, ils arriveront à éviter ça. Je peux pas imaginer, autre chose et il y a des questions un peu liées à ça que je vais poser dans la foulée, parce que ça permettra de parler notamment de Jason Tatum. Il y a une question d'Asdin qui n'est pas trop pro Celtics ou qui est un peu sceptique à ce sujet. Donc il dit: «Je voulais vous parler des Celtics qui sont pour moi l'équivalent d'un pot de yaourt nature absolument sans saveur, avec un franchise player qui a le charisme de François Bayrou ou de Mark Zuckerberg, c'est-à-dire absolument aucun. Ces mecs-là sont en finale NBA en n'ayant battu personne. Ils ont pour moi fait du shadow boxing tous ces playoffs pour arriver en finale NBA. Bon, voilà, ça c'était pour la punchline. Par contre, il a une vraie question qui concerne Jason Tatum. Sachant que Jrue Holiday et Derrick White vont se relayer sur Kyrie, pensez-vous que Jason Tatum va enfin assumer son statut et défendre Luka dans ses finales NBA? Personnellement, je trouve qu'il a vraiment le profil de joueur lent qui joue au même rythme que Luka et qui peut l'arrêter. Et il dit au passage: merci à vous pour tout ce que vous faites et particulièrement à Shai qui me permet de gagner de l'oseille en Paris en jouant exactement l'inverse de ce qu'il pronostique. Voilà. Voilà, ça, c'est pour Jason Tatum. Et du coup, j'embraye rapidement parce que David nous a posé aussi une question sur Tatum. Et du coup, on pourra après enchaîner derrière. Il nous demande: est-ce qu'on pense que Boston performe grâce à son altruisme à lui, ou est-ce qu'on pense dans l'autre sens qu'il a sacrifié ses prises de shoot parce qu'il y a une montée de talent autour de lui? Voilà, donc on peut un peu dire ce qu'on pense de Tatum et d'éventuellement son rôle en défense et de la manière dont il joue cette année, je pense. Ouais, c'est intéressant. Alors, il y a beaucoup de choses, hein, dans ces deux questions. Ouais. Je vais commencer déjà par saluer les punchlines d'Asdin. Là, franchement, il m'a régalé. Il y a un enchaînement qui est assez magnifique. On dirait les combos de Kyrie Irving. Là, tu as tout le monde qui fait oh, Ouais. oh, comme ça, là, les uns à la suite. Euh, Concernant Tatum et la défense, alors première chose, moi, j'ai pas l'impression que ce soit un joueur qui se cache, Tatum, notamment en défense. On se rappelle la série face aux Nets avec Kevin Durant, où c'est lui qui avait pris Kevin Durant et qui lui avait fait vivre un enfer. C'était la première fois d'ailleurs. Il y en a eu d'autres par la suite, mais c'est la première fois qu'on voyait Kevin Durant sans solution face à une défense. Donc moi aussi, je suis curieux de voir ce qu'il va pouvoir faire dans cette série. Je suis vraiment hyper curieux de voir quel alignement défensif va choisir Joe Mazzulla. Parce qu'il y a un joueur, moi, que je suis curieux de voir face à Kyrie, c'est plutôt Jrue Holiday. Face à Luka, c'est Jrue Holiday. Je me demande vraiment dans quelle mesure, avec sa vivacité de pied et sa solidité, ça peut pas être vraiment un joueur qui soit à même de perturber Luka. Finalement, sur les grands très longs qui sont un peu sur son format, je pense à Kawhi Leonard par exemple, j'ai pas eu le sentiment que ça ait eu tant d'impact que ça sur Luka. C'est pour ça que je suis curieux de voir ce que pourrait donner Jrue Holiday. En ce qui concerne son jeu offensif, je me rappelle plus de qui était la deuxième question, De Shai, David, ouais. de David, David, ouais. ouais. Pour répondre à la question de David, j'ai l'impression que c'est un petit peu un mélange des deux. Moi je trouve très bon Tatum dans ses playoffs globalement, j'ai rien à lui reprocher. On en a parlé, ça faisait longtemps même déjà qu'on en avait parlé. Moi, j'aime bien finalement quand c'est. Je trouve pas que ce soit un mauvais signe pour Boston que ce soit Jaylen Brown le meilleur scoreur, par exemple, des Celtics.
je trouve qu'il a plus un profil de puncher, que c'est plus dans son ADN de joueur, et que finalement ça permet à Tatum, alors bien sûr d'alimenter la marque, mais de rayonner en fait à travers toute sa panoplie qui est plus large, je pense, que celle de Jalen Brown. Donc je trouve finalement il y a une bonne entente entre ces deux joueurs. Ils trouvent les moments où l'un ou l'autre doivent alterner. Je trouve ils ont pas mal progressé quand même au fil des années là-dessus. Moi, je suis pas inquiet par pas du tout inquiet par les performances de Tatum. Je pense qu'il continue à franchir des caps qui sont peut-être pas aussi spectaculaires que ceux qu'il a franchis par le passé. Mais voilà, on sait maintenant, il est qui il est. C'est un joueur qui est très très fort, qui n'a pas le côté cool ou magnétique peut-être d'un Anthony Edwards, qui est certainement, comment dire, dans une catégorie en dessous du top. C'est-à-dire que je pense que voilà, il n'est pas dans la catégorie des Jokic, Doncic, sans doute pas non plus dans celle d'un Shai Gilgeous-Alexander, mais ça n'empêche pas que c'est un excellent joueur, un formidable joueur, l'un des, au minimum, je pense, 6 meilleurs joueurs de la ligue. Donc voilà, et par contre, ce qui est vrai, c'est que ces finales, lui, comme le reste de l'équipe, ils ont connu des désillusions en play-off. Ils ont connu systématiquement des parcours longs, comme tu le disais, Shai. C'est une équipe qui est tout le temps performante. Donc maintenant, il y a un moment, faut que ça paye aussi. Donc on va attendre de voir ces finales qui ne seront pas faciles pour Boston. Bien sûr. Et Tatum, là, c'est là où c'est important pour lui, c'est que je pense qu'il y a les gens ont des avis différents à son sujet sur la place qu'il a dans la ligue. Je pense que ton estimation est à peu près bonne. Alors par contre, j'ai beau adorer chez Gilgeous-Alexander, et je pense qu'il se situe à peu près potentiellement dans la même catégorie, mais qu'il est en dessous effectivement des Jokic, Doncic. Mais que là, ces finales-là, s'il arrive à faire gagner son équipe ou à participer au succès de son équipe, je lui demande pas forcément d'être MVP des finales. Steph Curry a mis du temps avant d'être MVP des finales, par exemple, mais on savait que c'était quand même le cerveau, le cœur, tout ça de l'équipe. Il était ultra important. Donc, C'était pas Iguodala qui a été MVP des finales. Ah, on m'a menti alors. et après Kevin Durant, bon voilà, c'était une situation un peu différente, mais je pense que ces finales sont importantes pour définir ce statut-là pour lui, pour savoir un peu de quelle manière se passera sa deuxième partie de carrière, parce que s'il est champion NBA là, qu'il y tient un rôle important, peut-être MVP des finales, il va passer dans une autre catégorie de joueurs, c'est immanquable. Et c'est là-dessus c'est logique aussi qu'il soit attendu au tournant, parce que je pense pas que ce soit un joueur qui se planque non plus. Malheureusement, il me semble que ces finales compliquées contre les Warriors restent à charge contre lui pour la plupart des gens, qui oublient le niveau qu'il a depuis quasiment sa saison rookie, même en playoff. Enfin, moi, Il j'ai des avait été souvenirs excellent durant les playoffs. Le reste des excellents. playoffs, il avait été excellentissime. Voilà, il est Il a passé à côté de sa finale. des matchs phénoménaux, des matchs excellents, même dès son année rookie, encore une fois. Et c'est un peu l'injustice de ça, de la NBA, c'est qu'auprès du public, il va falloir qu'il performe au moment clé, c'est-à-dire là, des finales NBA où il va être très, très exposé, c'est logique. Donc on attend de voir ça. On est très impatient aussi parce que il y a ce côté face à Doncic qui a à peu près le même âge. Lui, il s'est établi que c'est une superstar planétaire, il n'y a pas de problème. Il a aussi l'espèce de personnalité avec des côtés qui peuvent agacer, évidemment, les protestations et tout ça. Mais lui, pour le coup, c'est établi qu'il est une superstar. Mais est-ce que ce sera une superstar qui fera gagner? on, on découvrira ça très très prochainement. On a une petite semaine de répit, mais ça va arriver vite. Et pour finir sur cette série, il y a Volset qui nous pose une question aussi et qui nous a d'ailleurs partagé son bracket qui est pour le moment parfait. Il nous l'avait partagé déjà il y a quelques temps. Il a la bonne finale, il avait les bons scores en demi-finale. Enfin, du coup, en message privé, je lui ai demandé s'il n'avait pas les résultats du loto, ça pourrait nous arranger. Qu'il fasse tourner un peu. Qui va se tourner. Il nous dit Boston-Dallas en finale, c'est beau, mais selon vous, quelle équipe aurait le plus d'intérêt à ne pas perdre? Dans le sens où, ce qui veut dire, c'est quelle équipe voyez-vous ne pas revenir en finale de sitôt? Ou est-ce qu'on a une rivalité qui peut s'installer sur quelques années? Ce que je ne crois pas, car beaucoup d'équipes attendent avec les dents bien aiguisées. Donc, qui a le plus à perdre en fait dans cette finale? Qui est plus sur un mode one shot que l'autre? Est-ce qu'il y en a une des deux que tu vois Alors c'est compliqué. En fait, simplement, je pense que c'est plus dur de sortir de la conférence Ouest que de la conférence Est, surtout Ouais. quand tu as une équipe aussi forte que celle de Boston. C'est-à-dire que je pense que Boston a toutes les armes pour pouvoir revenir en finale si besoin, si jamais ils n'étaient pas champions. Mais c'est pas pour autant que... Enfin,
C'est pas pour mettre un taquet à Dallas en fait. Mm. Je pense que Dallas a vraiment l'ossature d'une équipe qui peut être hyper compétitive tous les ans. Mais regarde, toi et moi, Shai, on voyait Denver Mm. revenir en finale NBA jusque même au début, enfin jusqu'à la mi-temps du game 7 de la demi-finale. Ça restait mon favori à l'Ouest pour aller en finale. Et on voit à quel point c'est dur à l'Ouest. Donc de ce point de vue-là, je pense que Boston a plus de chances de pouvoir revenir en finale NBA. Mais à l'inverse, je pense que la pression est vraiment sur les Celtics pour toutes les raisons qu'on a évoquées avant. Je pense que c'est l'équipe qui a le plus à perdre en termes de. C'est sur cette équipe que la pression sera la plus forte. Je partage ton avis parce que l'Ouest, voilà, ça va être la guerre. Il y a des équipes qui vont se renforcer, récupérer des joueurs. Alors, ça peut être vrai de la conférence Est, mais Boston nous semblait en début de saison déjà avoir une marge sur le reste et ça s'est confirmé. On pensait voir Milwaukee peut-être un peu, même beaucoup plus fort probablement. On attendait les Sixers qui ont perdu Embiid en cours de route, Miami, Butler, tout ça. Certes, l'Est sera. Je dis pas que c'est facile de sortir de l'Est, hein, mais euh, l'histoire très récente nous montre que la régularité de Boston le prouve, hein, cette équipe-là, qui est capable de se renforcer chaque année, dont les joueurs majeurs sont encore relativement jeunes, logiquement, elle a plus de chances d'y retourner rapidement. Donc le one-shot théorique, ce serait plus pour Dallas, même si je pense effectivement, maintenant qu'ils ont répondu aux questions de l'entente entre Kyrie et Luka et des role-players autour, ils ont répondu à cette question, ils sont capables d'être là pour plusieurs années aussi. Je pense pas qu'on soit dans un schéma où on saura en début de saison que ce sera Golden State et Cleveland comme pendant quelques années. La ligue est très très ouverte et ça c'est plutôt une très bonne nouvelle quand même. Ouais, carrément, c'est clair. Pour parler du côté Est-Ouest, alors c'est une question qui n'est pas sur les playoffs actuels, mais Benjamin nous demande, dans le CQFR de samedi dernier, vous avez parlé des deux nouvelles franchises qui vont probablement arriver à Las Vegas et Seattle. Géographiquement, elles seront dans la conférence Ouest et de fait, il faudra basculer une franchise de l'autre côté. Je ne sais pas si cela a déjà été réfléchi, mais en regardant une carte, les franchises candidates seraient Memphis, New Orleans et Minnesota. Est-ce que cela ne permettrait pas à la NBA de retrouver un équilibre avec deux équipes faibles à l'ouest et une équipe plus confirmée à l'est? Est-ce que ce ne serait pas même un gros coup de pouce pour Zion, Ja ou Anthony Edwards? Voilà, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce qu'il y a une équipe qui est plus susceptible que l'autre de faire la bascule lorsque ce sera le cas? Comme ça, de tête, je crois que l'équipe la plus à l'est géographiquement, c'est New Orleans, de pas grand-chose par rapport à Memphis. Donc comme ça, je me dirais peut-être que le critère, ce serait de prendre l'équipe la plus à l'est, mais j'ai pas de certitude là-dessus. En tout cas, oui, c'est ce qui va se produire. Il y aura une bascule. Les deux équipes de l'Ouest, si ce sont bien celles-là, vont passer en Ouest et une équipe arrivera de l'autre côté. Et peut-être que ça peut participer au rééquilibrage pendant un temps, en tout cas, des deux conférences. Je sais pas ce que tu en penses, mais Oui, bah c'est ça, effectivement. Je crois que c'est ces trois franchises qui avaient été citées comme pouvant potentiellement passer à l'Est, notamment Minnesota. Je crois que j'avais entendu, je m'en rappelle plus. En tout cas, ouais. je me rappelle de Minnesota et de New Orleans, mais j'ai pas d'infos supplémentaires. Je sais pas s'il y en a une qui est plus susceptible que l'autre de bouger. D'autant qu'à Minnesota, la situation est encore très incertaine du côté des propriétaires. On sait toujours pas si la vente va être effective ou pas Ouais. effective. Enfin, il y a une espèce de lutte interne assez bizarre. Par contre, oui, ça serait quoi qu'il arrive, ça redonnerait une équipe hyper compétitive. Enfin, notamment si c'est l'une de ces deux-là qui passerait là. Ou quoi que même Memphis, hein, parce que si Ouais. Memphis revient avec Ja Morant, ça change aussi pas mal la donne. Bon, à voir. Je t'avoue, on en a déjà parlé. Moi, je suis pas hyper enthousiaste à l'idée qu'il y ait des franchises qui se créent de plus. J'ai l'impression que ça dilue quand même un petit peu toujours un petit peu le pool de talent. Mais bon, on verra, on verra. Ouais, on verra bien. Cette thématique Est-Ouest et le niveau, ça vous a pas mal, ça vous chiffonne pas mal, j'ai l'impression. Parce toutes les semaines, il y a plein de questions. Là, il y en a une avec un. Vous verrez qu'il y a un de nos suiveurs qui a fait une étude là-dessus que je partagerai. Il y a une question de Raph qui nous dit alors, je ne cesserai jamais de vous féliciter, de vous remercier pour les excellents contenus que vous accomplissez au quotidien. Vous êtes le rituel de mon trajet pour charbonner chaque matin et parfois durant la late. Shai peut en témoigner. Effectivement, témoigner. Raph passe toujours à nous faire un coucou. Une tendance se dégage depuis quelques années en playoff. Les finales de conférence s'avèrent être le moins serré du côté de l'Est. Seul le Heat Celtics a atteint le Game 7 sur la période et la tendance est encore plus marquée à l'Ouest où seul le Sun Clippers a atteint le Game 6 en 2021. Si chaque saison a son lot de raisons conjoncturelles, pensez-vous qu'il y a des raisons plus structurelles à ce phénomène? Et avant de éventuellement répondre dessus, je me permets de partager le message de Rouchon qui a fait un excellent travail sur les tendances récentes qui permet de parler un peu de ce côté Est-Ouest. Il nous dit tout au long de la saison, vous avez pointé la différence de niveau entre les deux conférences. La balance des confrontations Est-Ouest illustre bien ce point, mais elle ne dit pas dans quelle proportion telle ou telle équipe de l'Est est avantagée par le niveau plus faible de sa conférence, voire même de sa division.
J'ai calculé un bilan ajusté qui gomme les effets liés au système de division et de conférence. Il précise, on calcule un taux de victoire ajusté qui simule un calendrier de 29 matchs, avec une seule confrontation entre les équipes NBA. S'il y a une confrontation 2 fois dans la saison, ça pèse 0,5. Si c'est 3 fois, 0,33, etc. Qu'on réapplique ensuite au total réel de 82 matchs. Donc voilà, une fois ce point mathématique effectué, il nous dit, est-ce que votre intuition est la bonne? Est-ce que l'intuition générale est la bonne? Et Théo, je vais te poser les 3 petites questions que Rouchon nous a posées, qui permettent de répondre peut-être aussi à la question de Rafa. Si on prend le top 10 des bilans de NBA, il y a 3 équipes de l'Est pour 7 équipes de l'Ouest. Ça, c'est factuel cette année. Avec ce bilan ajusté qu'il a évoqué et qu'il a calculé avant, est-ce que tu sais combien il y aurait d'équipes de l'Est dans le top 10? J'imagine c'est plus, mais non, je sais pas. Il y aurait Dis-moi. moins, il y aurait moins d'équipes, il n'y en aurait qu'une seule, Ah, c'est les Boston Celtics. bah oui, forcément. C'est-à-dire que toutes les autres profitent de l'avantage conférence, de la faiblesse de la conférence Est. Ok. Et est-ce que tu sais quelle équipe est la plus avantagée par sa division ou sa conférence là sur le classement de cette année À l'Est? à l'Est? À l'Est, laquelle est la plus avantagée? Si tu veux un indice, sa réponse Ouais. commence par n'en déplaise à Théo. C'est Miami, j'imagine, du coup. C'est effectivement Miami qui aurait un taux de victoire de 53% au lieu de 56%. Donc ça fait 3 victoires de moins. Donc le Heat a profité de la faiblesse de sa division et de sa conférence. Et Est et Ouest confondus, quelle équipe est la plus pénalisée, selon toi, par la difficulté? Je pense que LeBron James dirait que c'est les Lakers, mais sinon, je sais... non, je sais pas du tout. Alors, la réponse commence par à part Antoine, tout le monde s'en fout. Ok. Donc, c'est Donc les les Portland Blazers. Ok. Trail Blazers qui auraient un taux de victoire de 30% au lieu de 26, donc 3 à 4 victoires de plus. Donc, voilà, il a calculé cet indice qui prouve bien que l'Ouest est quand même nettement devant lorsqu'on pondère la difficulté dans chaque conférence. Mais je sais pas si, j'imagine que toi aussi, tu considères qu'il y a un déséquilibre entre Est et Ouest. C'est une question qui est chère à Antoine et qui nous ressort à chaque fois, mais je crois qu'on est obligé de le reconnaître, quoi. Oui, bah c'est ça. En début de saison, notamment, on avait l'impression qu'il y avait, en tout début de saison, parce qu'après, faut saluer la super saison de New York qui s'est hissée, je Mm. pense, parmi celles-ci. Mais au début de l'année, on avait l'impression qu'il y avait 3 équipes, vraiment, en gros, Boston, Philadelphie et les Bucks qui étaient au-dessus quand même et que le gap entre le troisième et le quatrième était bien plus important qu'à l'Ouest, où, en gros, de la première à la, allez quoi, 9e place peut-être, c'est quand même très très serré. Donc je pense que c'est là-dessus c'est là-dessus que la différence se fait. Mais en début d'année, voilà, on se disait qu'il y avait quand même que le haut de la conférence Est était fort, quoi, vraiment fort. Ouais. Finalement, avec les blessures des uns et des autres, ça a bougé. Même pour New York aussi, au bout du compte, hein, encore une fois, je pense qu'il était vraiment dans ce top 4. Je pense que c'est vraiment là-dessus que ça se joue. Il suffit de voir, finalement, à l'Ouest, c'est aussi ce qui explique que ça a été un tel bain de sang, quoi. Mm. Les playoffs à l'Ouest, franchement, c'est De Game toute of façon, Thrones. tout ça veut pas dire que. Enfin, chaque année, on sait qu'il y a au moins une équipe de l'Est qui est capable de gagner le titre, parce que quand on Bien regarde sûr. l'historique récent, Milwaukee a gagné, Toronto a gagné, peut-être que Boston va gagner cette année. Cleveland. J'ai pas mentionné Cleveland, évidemment. Donc, chaque année, il y a une équipe qui est capable de gagner à l'Est. C'est juste le niveau global de la conférence. Et du coup, le parcours et le chemin qui mènent jusqu'au final qui sont impactés par ces différences-là, en fait. Du coup, j'ai envie de te poser une question à toi, Shai. Du Mhm. coup, ça m'inspire tout ça. Ce qui est quand même, on va pas faire un podcast sur lui, mais Kevin Durant qui reste vraiment, je pense, la superstar la plus inexplicable ou l'une des plus inexplicables, les plus incompréhensibles de tous les temps. Est-ce que tu peux me réexpliquer ce qui te pousse à faire quand tu es dans la conférence Est, à choisir d'aller à l'Ouest pour tes dernières saisons pour essayer de choper une bague? Est-ce que tu as une explication? Parce qu'autant LeBron, quand il a choisi les Lakers, non seulement il a gagné, et en plus il y a l'aspect legacy, et tu mets ton nom à côté de suite Kobe Bryant, Magic, etc., Karim. C'est très. De toute Et façon, je veux dire, KD, t'as raison, on pourrait faire un podcast sur le côté incompréhensible de ce que fait KD parfois, mais ça va avec les interrogations qu'il a eues sur le fait d'être vraiment numéro un de l'équipe ou numéro un de la ligue tout court, ce qu'il pouvait difficilement avoir à Golden State. On peut comprendre qu'il ait choisi de le faire à Brooklyn en se disant je suis au cœur du projet, c'est mon équipe. Et derrière à Phoenix, c'est pareil que aux Warriors. Je veux dire, même si les Suns avaient gagné cette année ou gagnent l'an prochain, ce sera l'équipe de Devin Booker. Enfin, c'était là avant lui. Donc, je pense qu'il a parfois pas il a pas la même lecture que nous, ou alors il change d'avis tout le temps. Je sais. De toute façon, il y a un truc d'identité chez KD
qui est de cet ordre-là et que j'arrive pas à comprendre parce que ça a pas de sens. Il peut dire son choix, c'était, je veux être avec des joueurs forts dans une franchise qui me valorise, je sais pas, le cadre de vie peut-être, Phoenix, l'Ouest, le soleil, j'en sais rien. Il y a plein de trucs qui entrent en ligne de compte qui peuvent justifier, mais oui, je considère aussi que c'est très compliqué. Les Nets, ça semblait être, c'est-à-dire qu'ils leur ont laissé carte blanche à KD et Kyrie quand même. Ils ont plus ou quasiment choisi le coach, ils ont quasiment choisi les joueurs qui sont venus les renforcer. Je suis d'accord avec toi, c'est incompréhensible. Bon, de toute façon, oui, c'est même pas le sujet de la question, mais pour en faire des tonnes et quand il prendra sa retraite, je pense qu'il sera pas moins mystique qu'aujourd'hui, hein. Non, non, c'est clair, c'est juste que de remettre les choses comme ça à plat, je me dis, mais pourquoi choisir d'aller dans la conférence Ouest pour finir quand c'est ton choix, quoi? Quand tu as Bah identifié ouais. une franchise, il te reste quoi, 3-4 ans peut-être au plus haut niveau et tu choisis d'aller dans la conférence la plus dure. Alors, si c'est parce que tu es un compétiteur et que tu veux affronter que les meilleurs des meilleurs, bon, je peux le comprendre, mais bon, Je suis pas bref. sûr que ce soit ça, mais Ouais, je referme cette parenthèse, désolé d'avoir ajouté une question à la longue liste, mais. pas de problème. Et on peut du coup rebondir avec une question d'Olivier. On parle d'anciens qui choisissent leur fin de carrière. Olivier nous demande tout simplement que va faire LeBron. La conférence Ouest étant bouchée avec des équipes inaccessibles pour les Lakers, ce qu'on vient de dire plus ou moins, avec une marge de manœuvre trop étroite, pourquoi celui-ci ne retournerait-il pas à l'Est? Avec une théorie, marcher sur le territoire de l'icône absolue et partir chez les Bulls. L'argent, il s'en fout, mais à l'heure actuelle, le symbole est plus fort. Lavine revient, DeRozan sacrifie un peu d'argent, à un niveau intéressant, Caruso, White, Vucevic, Dosunmu, Dédé Drummond, Pat Williams. Prenons un instant et rajoutons LeBron. Est-ce qu'un 5 Vucevic, James, DeRozan, Lavine, White, avec un banc Ball, Caruso, Dosunmu, Williams, Drummond, ne peut pas jouer un gros coup en partant de l'Est? Qu'en pensez-vous? Alors, il y a plein de questions là, encore une fois. Alors, non, désolé, je le vois pas du tout revenir à Non Chicago. plus. S'il vient à l'Est, pour moi, c'est Cleveland. Et même d'un point de vue basket, je pense que Ah oui. c'est la destination qui a peut-être le plus de sens. Enfin, il y a beaucoup de destinations qui ont du sens quand tu es LeBron, mais revenir à Cleveland, tu reviens chez toi et puis il y a déjà un noyau d'équipe très fort. La question sera surtout, la question LeBron sera surtout combien il veut gagner d'argent en fait. C'est ça, C'est parce ça. on a beau dire il s'en fout, les mecs s'en foutent jamais. Hein, quand tu peux prendre entreprendre, je sais pas ce que c'est le minimum salarial pour un vétéran, tu vois, de son âge, je sais pas combien c'est dans les 4-5 millions de dollars. Entre Mm. ça et en prendre 60 par exemple, je pense qu'il y a quand même un monde qui fait que ça dictera quand même en partie sa décision. Ah oui, Ouais, je sais pas. Ce qui est sûr non, pour Chicago, honnêtement, je pense pas que ça se malheureusement, fera. parce que. Non, voilà, Si, à l'Est, je suis comme toi, je pense que ce serait Cleveland ou Miami éventuellement, parce qu'il connaît, parce que il manque peut-être pas tant que ça pour gagner, mais je pense pas. Moi, pour répondre vraiment sur LeBron spécifiquement, je pense qu'il va décliner son option, hein, qui est quand même à 51 millions, et à mon avis, il va juste renégocier un contrat différent avec les Lakers, je l'imagine pas. Même les rumeurs autour de Phoenix, je vois pas LeBron sacrifier autant d'argent simplement pour gagner un titre, j'y crois pas. Et ça me permet d'enchaîner avec une question qui est liée à ça, à ces contrats de fin de carrière. Question de Régis. euh, Suite à votre CQFR de ce jeudi et du sujet sur Butler qui demanderait un contrat max, j'aimerais avoir votre avis sur les joueurs en fin de carrière qui demandent de tels contrats. Vous verrez que ça inclut LeBron. Euh, je vais me mettre Théo à dos, mais ces derniers temps, Butler était plus actif à sortir avec Neymar que sur un terrain de basket. Ce qui est vrai. Et de toute façon, depuis qu'il traîne avec Neymar, j'ai dit qu'il filait un mauvais coton. D'ailleurs, ne cacherait-il pas Klein en prétendant se foutre régulière et si j'avais été là, on serait passé, alors qu'il est juste toujours blessé. Je ne vois pas l'intérêt pour une équipe de donner le max à des joueurs qui ont déjà gagné des millions, tout ça pour se retrouver avec des contrats poubelles après, car le joueur ne performe plus ou est toujours blessé. Coucou Bradley Bill, c'est gratuit, je sais. Ils méritent du respect pour leur carrière, mais peut-être pas à ce point. Pensez-vous que des joueurs comme Butler, Clay, Harden ou même LeBron James ne devraient pas se contenter d'un peu moins pour que leurs équipes restent compétitives, ou alors n'en ont-ils strictement rien à faire et c'est juste du business? Alors j'ai l'impression que c'est pas tous le même. Ils sont pas tous dans la même situation. Je vais commencer par Butler. Hein, c'est pas pour prendre sa défense du tout, mais c'est vrai que sa blessure, en fait, la blessure qui l'empêche de jouer les playoffs, c'est pas une blessure récurrente. C'est un mec qui lui tombe sur le genou. C'est pas tout à fait la même Ouais. chose, je trouve, que quand c'est une blessure qui revient, un mec qui se fait mal tout seul au genou. Là, c'est Kelly Oubre qui lui tombe sur la jambe. Enfin, Ouais. c'est pas tout à fait la même chose que les blessures qui l'ont handicapé pendant la saison régulière. Ça, c'est bon, ça, c'est la première chose. En ce qui concerne le contrat max,
Je pense pas que Butler soit assez dingue pour penser qu'il va récupérer un contrat max en termes de le plus gros salaire sur le plus grand nombre d'années. Je pense que la question elle risque plutôt d'être sur un contrat court, mais ultra rémunérateur, que ce soit du côté de Miami ou plus tard de Philadelphie, s'il reste toujours une des options que les Sixers cherchent à poursuivre. Je pense que ça va être là-dessus. Après, je suis d'accord avec ce qui est dit, hein. Je pense qu'effectivement, Butler a beaucoup, beaucoup joué dans sa carrière. Il a beaucoup été blessé. Je pense pas qu'on puisse s'attendre à ce qu'il reproduise encore les performances qui ont été les siennes lorsque les 2 fois où il mène le hit en finale, par exemple. Pour autant, comme LeBron, je pense que c'est quand même des joueurs qui peuvent faire bouger le... Enfin, c'est encore des joueurs dont l'importance est suffisante pour changer la trajectoire d'une équipe à court terme. Donc si tu es un contender et qu'il te manque une pièce et que tu veux un mec qui va vraiment te faire passer un cap à ton équipe, je pense que Butler et LeBron font partie de cette catégorie. Je pense malheureusement pas que ça soit toujours le cas de Klay Thompson, encore une fois, qui est un des joueurs que j'ai préféré voir jouer sur un terrain. On verra quand il signera Orlando cet été, t'inquiète. Je dis pas qu'il... Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, il peut faire passer un cap à Orlando, mais pas de la même... Je suis d'accord. Pas dans la même mesure. C'est ça, en fait. Effectivement, toujours, quand tu as un aussi fort shooter que Klay Thompson, tu peux aider une équipe, mais je pense pas que ça soit de la même manière que LeBron et que Butler. Par contre, l'histoire montre que ces joueurs sont quand même tellement importants il y a toujours des franchises qui sont prêtes à leur céder beaucoup d'argent sur la fin, même si tu peux te dire ça n'a pas beaucoup de sens. C'est toujours comme ça que ça se passe, hein, que ça soit... regardez le dernier contrat qu'avait signé Kobe aux Lakers, ça avait absolument aucun sens. C'est ce que j'allais te le citer en exemple, parce que tous les joueurs sont pas branchés de la même manière. Y a un Dirk qui va faire des sacrifices pour que d'autres joueurs, pour que l'équipe soit renforcée, et t'as Kobe qui jusqu'au bout va dire j'ai mérité, j'ai roulé ma bosse pour l'équipe, je prends le max parce que c'est ce que je mérite. Il y a aussi, je pense, une question d'ego et de perception. Et LeBron a cet ego-là quand même. Et il a en soi, il a raison, c'est un des meilleurs joueurs de tous les temps, il n'y a pas de problème. Pour les autres, je pense que ça dépend un peu du statut et de la personnalité et de savoir à quel point ils sont prêts à faire en sorte que l'équipe reste compétitive jusqu'au bout de leur aventure avec l'équipe en question. C'est aussi ça, je pense. Ouais, c'est clair. Et pour Butler, faut aussi reconnaître qu'il n'a pas du tout eu la trajectoire d'un LeBron ou d'un Kobe. C'est un mec qui était un underdog toute sa vie, qui est passé d'équipe en équipe. Enfin, les Bulls, les Wolves et les Sixers, ces 3 équipes se sont dit, c'est pas le joueur qui nous permettra d'instaurer une culture de la gagne, on peut pas miser sur lui. 3 équipes qui se sont complètement plantées, et du coup il arrive à Miami, certes il signe un gros contrat, mais derrière on en parlait dans un CQFR cette semaine, Butler a dit ouais mais moi je vous ai emmené en finale NBA 2 fois en 3 ans d'écart quasiment. Non, je suis ce type de joueur, donc je comprends la logique en fait. Et pour LeBron, bien sûr, LeBron pour le coup, c'est comme Dirk, c'est comme Duncan, c'est des mecs effectivement qui ont jamais besoin, enfin qui ont déjà pris plusieurs fois le max, qui pourraient se dire bah maintenant non, ce que je veux c'est simplement continuer de gagner de l'argent. Mais on sait aussi à quel point l'argent est équivalent d'un statut en NBA aux États-Unis en général, en NBA a fortiori, et on connaît, voilà. Et puis quand on parle de LeBron, c'est ça, c'est pas s'asseoir sur 2-3 millions de dollars. La différence, elle est monstrueuse. Donc, Ouais. au bout d'un moment, c'est pas non plus une association loi 1901. LeBron James, il est pas là que pour faire rêver les gens. Donc, ouais, je serais étonné qu'il fasse. S'il veut être milliardaire lui aussi, ouais, effectivement, il est pas à 50, enfin, il est à 50 millions près, mais bon, ouais, j'imagine qu'il arrivera très bien à l'être après sa carrière, à la façon d'un Michael Jordan. Je me fais pas trop de soucis pour lui. Question à laquelle on peut peut-être répondre rapidement, parce que c'est une interrogation de la part d'Emeric, qui nous dit third time lucky peut-être. Je retente ma question sur les coachs une 3e fois. C'est la période de la grande valse des entraîneurs. Peuvent-ils être tradés? Font-ils partie du salary cap? Je pense qu'on peut répondre assez rapidement, même si j'ai pas les textes sous les yeux. Il me semble, je suis quasiment certain que les coachs ne sont pas soumis au salary cap. Oui. Un coach peut être payé absolument ce qu'il réclame ou ce que la franchise est prête à lui offrir. D'ailleurs, à chaque fois, il y a des records qui sont battus en la matière. Là, des Popovich, Kerr et Spoelstra, à chaque nouveau contrat, c'est un nouveau record. Et peuvent-ils être tradés? Je pense bien que oui, parce que c'est arrivé avec Doc Rivers, par exemple. Et il ne me semble pas que le CBA, le dernier CBA, ait changé quoi que ce soit de ce côté-là. Donc tu peux trader pour un coach, hein, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Alors, je sais pas au bout du compte si le terme trade est vraiment celui qui convient. Par contre, ça peut faire partie d'une négociation parce qu'on sait que, par exemple, les équipes peuvent pas aller
enfin, si une équipe veut recruter ne serait-ce qu'un assistant coach d'une autre équipe, elle doit demander à l'équipe adverse l'autorisation de pouvoir rentrer en contact avec lui. Et c'est un Ouais. peu la même chose, effectivement, dans le cas de Doc Rivers. Il avait fait partie d'une tractation pour qu'il puisse partir des Celtics pour Et aller aux Clippers, de puisqu'il ce était toujours que sous contrat. Ouais, et de ce que j'avais vu, il y a 5 coachs dans l'histoire qui ont été tradés, donc c'est pas non plus quelque chose qui arrive souvent, mais il y a Mike Dunleavy senior qui était passé des Lakers aux Bucks, contre, 2 tours de draft. Il y a Pat Riley qui était passé, sans on l'oublie peut-être un peu, mais des Knicks aux Heat en 95, contre, c'était, un 1er tour et 1 million en cash considerations. Stan Van Gundy était passé de Miami à Orlando en 2007 pour 2 2e tours de draft. Doc Rivers, qu'on vient d'évoquer, qui était passé des Celtics aux Clippers contre un premier tour 2015. Et Jason Kidd, qui était passé, ça aussi on l'oublie parce que moi je m'en souvenais pas, qui était passé des Nets aux Bucks en 2014 pour 2 deuxièmes tours de draft. Donc ça arrive, c'est pas si fréquent que ça, mais ça arrive. Voilà. On peut passer à la question suivante. On va prendre celle de Sweet Charles qui nous dit: selon vous, les Pacers sont-ils les futurs Atlanta Hawks, c'est-à-dire one shot en playoff, retour prochain dans le ventre mou, ou le futur Oklahoma City Thunder, c'est-à-dire un candidat régulier au deuxième tour des playoffs minimum? C'est la grande question. Alors, je pense pas qu'il soit du niveau du Thunder. Euh, J'espère pour eux il y a de quoi faire mieux que les Hawks, par contre. J'ai l'impression que quand même structurellement, cette équipe elle a plus de ressources que les Hawks de l'époque. Euh, Notamment si elle peut se servir de cette identité défensive qu'elle a étonnamment trouvée sur la fin. Alors je dis pas que leur défense était l'une des plus impressionnantes de ces playoffs, mais on les a vus jouer d'une manière qu'on n'avait Mm. pas du tout eu l'habitude de les voir. Enfin, on les avait pas vus jouer comme ça durant la saison régulière. Et je pense que s'ils veulent pouvoir confirmer leur nouveau statut, ça passe par là. Faut se rappeler aussi qu'il manquait Bénédicte Mathurin, par exemple, du côté d'Indiana. Alors bon, voilà, toutes les équipes avaient des blessés, mais je veux dire, c'est un jeune joueur qui est amené a priori à avoir un rôle dans cette équipe. Donc non, il y a plein de bonnes choses. On a vu Ben Shepard, rookie, qui a fait des super playoffs. On a vu Obi Toppin, où tu te dis, mais pourquoi New York n'a pas gardé ce joueur? Il y a tout un tas de joueurs qui ont prouvé leur valeur, je trouve, dans cette équipe des Pacers. Haliburton, qui a fait aussi l'expérience des playoffs et d'une série longue. Je pense que ça lui servira. Le potentiel est vraiment important. Il est jeune encore. Donc, moi, je suis plutôt optimiste du côté d'Indiana à court terme. Mais je comprends le parallèle avec Atlanta parce qu'en fait, il y a des similitudes Ouais. assez incroyables parce qu'il y a 2 parcours qui ont été décrits comme, ils ont profité des blessures, en face, c'était pas à fond. Tu as un meneur, qui se révèle, qui devient une star en cours de route, Trae Young d'un côté, Tyrese Haliburton de l'autre. Des joueurs, dont on pensait qu'ils se révéleraient, pour Atlanta, je sais pas, je pense à un John Collins ou des joueurs comme ça qui après n'ont pas confirmé, mais c'est le risque, c'est le vrai risque pour Indiana. La chance, entre guillemets, c'est d'être à l'Est, mais ça ne te préserve pas forcément de ne pas tomber dans le même piège qu'Atlanta. Après, ça va dépendre aussi du coach, parce que Nate McMillan, les relations avec le franchise player, avec Trae Young, ça s'était pas si bien passé que ça. J'ai l'impression que Carlisle, avec Haliburton et le reste, ça se passe très bien. C'est pas le même genre de coach que McMillan, hein, il y a encore plus d'expérience. Moi aussi, je leur souhaite parce que c'est une équipe divertissante, très offensive, comme l'étaient aussi les Hawks. Euh, la comparaison avec OKC est plus difficile parce que OKC, en soi, c'est aussi une équipe qui doit confirmer qu'elle n'est pas un one-shot. Et je pense qu'on peut être optimiste dessus, hein, même si c'est à l'Ouest. Premier de conférence Ouest et demi-finale de conférence, c'est très prometteur, mais c'est aussi une équipe qui doit prouver qu'elle n'est pas comme Atlanta. Donc ça peut être un entre-deux. Faut pas en attendre trop de la part d'Indiana l'an prochain. Ce sera pas un échec s'ils ne retournent pas en finale de conférence. On veut juste que ce soit une équipe qui se stabilise parmi les meilleurs à l'Est. Peut-être juste viser un top 4, top 5 déjà. Je pense que ce sera y retourner, c'est bien. Il y a des équipes comme Sacramento à l'Ouest qui ont eu du mal après leur percée. C'est une vraie question. Tu as raison, c'est une bonne question. Et les fans des Pacers peuvent à la fois être optimistes et les surveiller en espérant que ça fasse pas comme Atlanta qui a complètement qui a jamais réussi à retrouver ce niveau de performance derrière tout court. Ouais, non, c'est clair. Et puis encore une fois, on en revient là, mais c'est mieux quand tu es dans la conférence Est Bien sûr. pour voilà, confirmer tes belles performances. Ouais. On passe à une question de Jean-François qui nous dit: Hello les amis, merci pour le taf qui est fait.
Je ne veux pas tomber dans la culture de l'instant, mais je pense vraiment que Nolan Traoré devrait aller aux Jeux Olympiques. Mes arguments, le niveau sur ce poste est faible. On se prive de notre meilleur meneur offensif, Thomas Hurtel. On a plutôt des meneurs défenseurs, Franck Nilikina et Andrew Albici. La plupart des Américains, entre guillemets, donc des joueurs NBA, n'ont rien démontré depuis 2 ans. Franck, Théo, Malédon, Kylian Hayes. Nadir Rifi est super intéressant, mais je le verrai plutôt en poste 2. Bref, on a des jeunes qui ont probablement un bon niveau intrinsèque, mais qui ne jouent plus et n'ont rien montré d'intéressant depuis longtemps. Andrew et Mathieu Strazel, je pense, du coup, qui veut dire, Ouais, c'est ça. sont sympas, mais ont un petit gabarit, n'est-ce pas, Vincent Collet? Petit ref pour Sylvain Francisco, je pense. Tout ça pour dire, Nolan manque d'expérience du très haut niveau, mais il a des cannes, sait faire des flotteurs et serait idéal pour servir Wemby en mode pick and roll. Par ailleurs, j'ai l'impression qu'il se donne en défense. En tant que future colonne vertébrale de l'équipe de France, j'aimerais que l'axe Nolan Traoré, Victor Wembanyama prenne de l'expérience. Qu'en pensez-vous? Alors, on va commencer par préciser que Nolan Traoré, sauf énorme surprise, ne fera pas les Jeux Olympiques parce qu'il est il fait partie des trois sparring partners de l'équipe de France, donc ils vont participer aux entraînements du groupe, mais ils sont pas inclus dans la liste définitive a priori, hein. Sauf s'il y a hécatombe ou s'ils roulent sur sur le training camp, j'ai quand même du mal à y croire. Mais est-ce que, par rapport à ce que tu as vu de Nolan Traoré, peut-être en termes de highlight ou de ce qu'on a pu voir de ce qu'on a pu voir de lui récemment, est-ce que tu comprends ce point de vue, ce point de vue de Jean-François? Alors, je le comprends sur le potentiel. Hum. Voilà, le potentiel est impressionnant. Ses performances récentes, notamment durant le tournoi de jeunes là, qui se jouait durant l'Euroleague, même ils ont pas pu aller choper la première place, mais il était impressionnant. Il a fait une éval de folie, etc. Pour autant, dans le cadre d'une campagne avec l'équipe de France aux Jeux Olympiques, ça me semble vraiment trop Lourd. juste. Voilà, je pense il y a un monde en fait entre la compétition à laquelle Nolan Traoré a pu être confronté jusqu'à présent et le plus haut niveau du basket FIBA. Je pense que ça serait même limite pas lui rendre service en fait de le mettre dans une situation comme celle-là. Je partage pas totalement son avis au sujet de d'autres joueurs qui ont pour l'instant qui sont dans la liste des présélectionnés. Je trouve que Kylian Hayes a montré des choses vraiment cette saison du côté de Détroit. Il a montré des choses vraiment intéressantes. On a compris qu'avant tout, ce que recherchait Vincent Collet sur ce poste 1, c'était des défenseurs avec du coffre qui soient capables, bien sûr, de faire jouer les autres, mais c'est vraiment là-dessus qu'il a mis l'accent. Et là, Nolan Traoré, même si je suis d'accord, il a des cannes, même si il a tout pour être un bon défenseur, je pense que c'est monstrueux ce à quoi tu dois tu t'exposes si tu joues une compétition de ce registre-là. Je pense que ça serait vraiment trop tôt pour Nolan Traoré. Par contre, je trouve ça super qu'il ait déjà été appelé en tant que sparring partner. Ça, c'est voilà, c'est vraiment des expériences qui vont l'aider à, je pense, accélérer encore plus vite sa progression. Donc ça, c'est vraiment top. Qu'il soit dans le groupe le plus longtemps possible, ne serait-ce que pour observer, regarder, apprendre un petit peu des habitudes d'entraînement des uns et des autres, c'est super. Par contre, voilà, ça me semblerait vraiment trop prématuré de l'imaginer faire partie du cut final. Ouais, je pense la même chose. Après, j'ai aussi lu des gens enfin, ça se défend, hein, mais qui disent que sur certains meneurs prodiges, type Ricky Rubio, Luka Doncic, des joueurs comme ça, ils les ont appelés très très tôt dans les groupes avec des responsabilités très très tôt. Si Euh, si ouais, je peux me permettre, faut regarder aussi ce que ces joueurs-là étaient capables de faire dans leur club. très Quels très étaient tôt. leurs clubs, quels étaient les championnats, quels Ouais. étaient les Coupes d'Europe ou les championnats d'Europe qui disputaient. Ouais, C'est Rubio Badalon et Doncic le Real, ils étaient déjà voilà, très. Ouais, je suis d'accord. exactement. Et ça enlève rien à Nolan Traoré. C'est juste que tu sors en fait, c'est deux extraterrestres. Tu vois, tu peux Mm. pas comparer. C'est comme si tu comparais, je sais pas moi, Alex Sarr à LeBron James en disant bah ouais, mais on les annonce Mm. premiers de la draft. Enfin, tu peux pas tout comparer quoi. Non, non, mais je comprends. Sinon, je suis d'accord et je pense que c'est très bien cette expérience pour lui. On a vu que là, il était vraiment sorti de l'anonymat quasiment, à part pour vraiment les suiveurs qui avaient regardé son parcours avant cette expérience à Saint-Quentin, qui est très impressionnante, ça faut le reconnaître. D'ailleurs, sur le site, on a Maxime qui a écrit un très bon article sur Nolan Traoré. Si vous le connaissez pas bien, il y a à la fois des images de ce qu'il a fait cette année, il y a un peu d'insight parce qu'il a pu le voir, il a pu le voir en live sur des matchs. Euh, donc, on est d'accord pour dire qu'il fait partie de l'avenir, il fait partie de ce vivier qui est incroyable. Enfin, le niveau de la jeunesse française enfin, c'est phénoménal en termes de potentiel. Il y a peut-être pas mieux en Europe, voire plus.
Après, il faut réussir à ce que tous ces jeunes-là arrivent à bien jouer ensemble, à former un noyau dur. Il y a Alex Sarr qui parlait l'autre jour dans le podcast de Paul George de son excitation à l'idée de faire partie d'une équipe où il y aurait Victor Wembanyama et d'autres jeunes. Donc déjà, il y a cette envie commune, mais je pense qu'il ne faut pas être trop pressé. Là, après ces JO, il y aura un renouvellement naturel petit à petit. Et ça ne m'étonnerait pas que Nolan Traoré en fasse partie. On va déjà voir ce que lui va décider au niveau du club. C'est une des interrogations. Est-ce qu'il va rester en France? Est-ce qu'il va tenter un championnat étranger? Une université américaine peut-être? En tout cas, maintenant, il est clairement sur le radar. Il n'est pas en dehors. Les JO, ça me semble trop tôt, mais direct après, pourquoi pas? La prochaine compète, qu'il soit dans un groupe élargi, je ne serais pas du tout choqué en tout cas. Ouais, pareil. Mais même, tu sais, pour revenir au niveau français, le dernier exemple que j'ai de ce type, c'était Tony Parker en 2001 qui avait été appelé Ouais. sur le championnat d'Europe. Mais voilà, on parle vraiment de joueurs. Et je dis pas encore une fois, hein, c'est rien du tout. Enfin, j'enlève rien aux performances récentes de Nolan Traoré, mais c'est vraiment une catégorie de joueurs qui est, je pense, on peut pas se calquer sur ça pour prendre exemple. Voilà. Ouais, c'est dur. Bon, on verra. De toute façon, on va suivre on va suivre. C'est vraiment un jeune qui. Voilà, allez regarder les images, allez lire l'article. Voilà, il y a quand même un très très gros potentiel. On verra C'est si clair. c'est dans la lignée des joueurs qu'on a évoqués là. Alors, question qui n'a rien à voir. Question de Pauline en réaction à la late de mardi. C'est ce qu'elle précise dans le titre. Au rayon des anecdotes sur Sir Charles. Alors, le replay de la late session d'ailleurs est disponible sur la chaîne YouTube si vous voulez aller voir. Sur la dernière demi-heure, j'ai posé des questions à nos laters sur Charles Barkley notamment et sur Shaquille O'Neal avec des anecdotes un peu loufoques. Elle nous dit: j'ai toujours cette citation en tête qu'il aurait faite concernant le Ku Klux Klan, celle disant que tout le monde avait un prix et que si le Ku Klux Klan y mettait le prix, il serait l'un des leurs. Cela m'a toujours refroidi à son sujet et par conséquent m'empêche de l'apprécier pleinement aujourd'hui. Ma question: l'a-t-il vraiment prononcé tel quel ou les médias ont-ils déformé ses propos et qu'en pensez-vous? Alors, du coup, j'ai vérifié. T'as cherché parce que Oui, j'ai ça me cherché. disait Il a rien comme bien, ça, ouais. et ça remonte, hein, mais il a effectivement prononcé cette phrase où il disait que tout le monde avait un prix et que lui-même, si le Ku Klux Klan l'appelait et mettait le prix, bah, c'est un peu plus poussé que les républicains achètent des chaussures aussi, mais c'est un peu l'idée. Donc oui, il a prononcé cette phrase. C'est pas la seule phrase clivante de Charles Ouais. Barkley depuis qu'il est dans le paysage. Je pense qu'il ne croit pas en ça, c'est-à-dire que même si le Ku Klux Klan lui donnait 1 milliard, je pense pas qu'il irait. Je pense par contre que ces positions-là, ces phrases, ces punchlines, il sait que c'est aussi sa marque de fabrique sur le plan médiatique. Et aujourd'hui, vu qu'il n'est pas dans des staffs NBA, son gagne-pain, c'est la télé. D'ailleurs, il est très contrarié que TNT n'ait plus les droits de diffusion et il n'arrête pas de le dire partout. Donc je ne pense pas que. Alors, je comprends que ça puisse choquer parce que c'est quand même une question très grave. Le Ku Klux Klan, c'est gravissime. C'est un poison qui existe encore. D'ailleurs, on n'en parle pas beaucoup, mais il existe encore. Mais je pense qu'il faut prendre du recul et se dire que Barclay a souvent cherché des formules et des phrases pour choquer, il dit souvent aussi des trucs marrants, parfois pertinents quand il est très sérieux, et qu'il faut savoir faire la part des choses si on veut le considérer comme un acteur de la NBA et du basket en général, qui a des avis parfois pertinents, parfois mal, où le rendu n'est pas optimal, on va dire. C'est vrai que cette phrase, elle est quand même un peu dure, hein, surtout pour quelqu'un qui a grandi Oui. et qui vient de l'Alabama. C'est Ouais, assez fou, en fait, d'avoir pu sortir une phrase comme ça. Enfin, je me rappelle même plus, et je me rappelais pas du tout. Alors, je sais pas si je ouais, l'avais occulté ou quoi. Euh, Après, comme tu l'as dit, c'est quand même quelqu'un qui a fait une partie de sa réputation sur ses punchlines à l'emporte-pièce. Donc, je pense, comme toi, qu'il y croit pas plus que ça. Par contre, c'est vrai que c'est pas une de ses meilleures sorties. non, il en a fait plein de. D'ailleurs, il y a des anecdotes évoquées dans la late, si vous voulez voir le replay dans la dernière demi-heure, qui montrent une toute autre facette de Charles Barkley, très humaine. D'ailleurs, là, même s'il il fait des déclarations comme ça, il a aussi il utilise son portefeuille à des fins plus louables que de financer le Ku Klux Klan, par exemple, hein, je dis ça. Heureusement. Voilà. Fort Heureusement. heureusement. Mais voilà, effectivement, pour te répondre, Pauline, il a bien prononcé cette phrase lors d'une interview. Il y a pas mal d'années, hein. Visible de ce que j'ai pu voir, c'était dans les années 2000, mais c'était pas récemment et c'était pas en direct sur TNT, de ce que j'ai pu trouver. Voilà. Question suivante, on peut poser la question. Alors, il y a quelques questions sur les Nuggets aussi qui vous intéressent pas mal. Il y en a deux que je vais mixer un peu. Une question de Fabien qui nous dit faut-il déjà s'inquiéter pour le futur des Nuggets et peut-on faire un parallèle entre les récents sacres des Nuggets et des Bucks ainsi que les saisons qui les ont suivis? Au niveau des similitudes, les deux équipes ont été construites autour d'une superstar initialement pas amenée à l'être et dont le profil contraste avec l'ego surdimensionné d'autres franchise players.
Pour ces raisons, une grande partie des fans, en tout cas en Europe, ont apprécié que Yanis et Jokic gagnent leur première bague. Mais ces deux équipes n'ont-elles pas, plus qu'on ne l'aurait initialement cru, profité de circonstances favorables pour les obtenir? Et on peut déjà peut-être répondre là-dessus, parce qu'après, il y a une question de Christophe qui nous donne des pistes pour, selon lui, poursuivre le run des Nuggets. Mais est-ce que tu trouves le parallèle entre le sacre des Bucks et celui des Nuggets pertinent, Théo? Euh, Alors, je vois très bien ce qu'il veut dire au sujet des superstars de l'équipe, même l'état d'esprit de l'équipe. Après, je sais pas si vraiment on peut pousser la comparaison si loin que ça. D'ailleurs, dans le fait que les Bucks n'aient pas eu l'opportunité de répéter, enfin, les blessures ont joué un énorme rôle là-dedans. C'est pas simplement, pour moi, ça n'a pas été une équipe de one shot les Bucks finalement. Ils ont fait une finale, ils l'ont prise. Derrière, ils ont été comme d'autres équipes, hein, d'autres grandes équipes même, qui n'ont jamais eu l'occasion de regagner un deuxième titre parce que c'est trop dur en fait. C'est tellement dur de gagner un titre. Dans le cas de Denver, c'est un peu pareil. Là, je pense que on l'avait dit dès le début. De toute façon, cette équipe, même si on y croyait fort, Shai, toi et moi, Ouais. on n'a jamais dit que c'était une équipe forcément dynastique. On pensait voilà, que c'est une équipe qui a une structure, une organisation et une star qui leur permettront, et ça, j'en démords pas, d'être compétitif pour de nombreuses années. Par contre, c'est pas un hasard s'il n'y a pas eu de back-to-back depuis, c'est quoi, c'est les Warriors Les les derniers. Warriors avec KD et Curry, ouais, c'était déjà, ouais, c'était une équipe formée, c'était une anomalie presque. Ouais. Voilà, donc c'est tellement dur de gagner dans la ligue Mm. que chaque année, on repart pas on repart pas d'une ardoise blanche chaque année, mais voilà, c'est extrêmement dur de gagner dans cette ligue. Ouais, bien sûr. Et du coup, pour que ce run reprenne ou se poursuive, Christophe nous pose une question ou nous demande notre avis sur les améliorations qu'il a imaginées. Il dit: «On sait que Denver va bien sûr miser sur la continuité du trio, Murray, Jokic, Gordon, mais j'ai le sentiment qu'il y a des choses à faire autour pour garder la fenêtre de tir ouverte pour un deuxième titre. 2 possibilités pour renforcer leur rotation: trader les jeunes, parce que selon lui, à part Brown, aucun de leurs jeunes n'est prêt. Ils ne sont pas sur la même timeline que Jokic. Je ne vois pas à quoi ça sert de les garder. Les Warriors ont voulu faire le coup double, on a vu ce que ça a donné. Donnez donc les jeunes aux Washington Wizards en échange de Tyus Jones». J'en serais ravi. Tyus Jones mérite d'être libéré de Washington. Trader Michael Porter Jr. avec, entre parenthèses, aïe, je vais me faire censurer, je sais que Théo l'aime bien. Car un contrat max pour un type aussi limité en défense et en playmaking me pose question. Dès que ses tirs ne rentrent pas, il ne sert plus à rien, on l'a vu dans ses playoffs. C'est une sorte de 3 no D payé très cher. Pour autant, je suis sûr qu'il a une valeur marchande élevée. Que pensez-vous de ces pistes-là? Merci encore une fois pour ce boulot de qualité et pour le nouveau site internet. Non, merci déjà pour toutes ces remarques. C'est une question intéressante. Moi, je pense quand même que Peyton Watson, il y a un vrai potentiel derrière Pareil, ce il y a joueur. quelque Je chose. trouvais Ouais. qu'il avait fait une bonne saison régulière. Euh, Mike Malone, je serais curieux de savoir les choses que Michael Malone, pardon, hein, je vais me faire tirer les oreilles si je l'appelle Mike, ce qu'il regrette dans les ajustements qu'il aurait pu faire ou pas. Et on a senti qu'il n'avait pas confiance en Peyton Watson dans la série face Ouais. aux Wolves. Il l'a utilisé vraiment avec parcimonie. Moi, je pense quand même qu'il y a quelque chose à creuser derrière ce joueur-là. J'adore Christian Brown, on en a parlé la dernière fois avec Antoine et toi, Shai. Mm. Pour Michael Porter Jr., il y a une vraie question. C'est vrai que moi, je croyais fort en ce joueur. Il a été très bon l'an dernier enfin, il a été très bon. Non, il a été bon l'an dernier quand ils sont champions NBA. Il a vraiment participé au succès de Denver. Encore une fois, sa taille est un facteur hyper important de son jeu. C'était l'une des raisons du succès des Nuggets. Il n'empêche que sur ces playoffs, alors, je vais commencer par le positif parce que c'est toujours comme ça que je procède. J'ai trouvé que défensivement, on est d'accord, c'est pas un stopper. On est d'accord que c'est pas un très bon défenseur Mm. sur l'homme. Par contre, je trouve vraiment qu'il a fait des efforts et des Ah oui, progrès dans la défense, loin du ballon, il partait dans de les aides loin, hein, il partait ouais, de loin, mais on les a vus les efforts, hein, c'est clair. on les a vus et avec encore une fois, il est tellement long que vraiment il peut apporter de ce côté-là. Au rebond aussi, je l'ai trouvé bon dans ses playoffs. Par contre, effectivement, là, c'est exclusivement un shooter en fait. C'est Mm. uniquement un shooter à 3 points. Il apporte rien d'autre offensivement que ça. Au niveau de la passe, même si encore une fois, on l'a vu parfois faire ne serait-ce que l'extra passe qui n'était pas du tout son fort, ça progresse. Par contre, voilà, ballon en main, il n'est pas capable de faire grand-chose. Ce qui est dur de savoir dans une équipe comme ça, si c'est parce s'il n'en est pas capable, ou si c'est parce que de toute façon, quand tu as Murray et Jokic, tu n'as pas besoin et que c'est pas ta meilleure option qui doivent jouer avec la balle, qui doivent jouer des pick and roll. Tu sais, on aura toujours cette question au sujet de Klay Thompson, finalement. Ouais.
Parce qu'avant l'arrivée de Kevin Durant, je trouvais qu'on le voyait jouer un peu plus de pick and roll, qui progressait dans sa lecture balle en main. Et finalement, une fois que tu as KD, Draymond Green et Stephen Curry, ben non, tu n'as pas besoin que Klay Thompson joue des pick and roll en plus ou joue dans un rôle de créateur. Ce qui fait que cette partie de son jeu qu'il n'a jamais développée, on ne saura jamais si c'était que de toute façon, ça ne faisait pas partie de sa panoplie ou si c'est simplement qu'il n'a pas eu l'occasion de la développer avec des répétitions en match. Pour Michael Porter Jr., la question se pose aussi un petit peu. C'est vrai que la manière, enfin, ces playoffs ont été, il a été en dessous des attentes quand même offensivement. On va pas se cacher là-dessus. En tout cas, Euh, sur la dernière série, parce sur la que dernière série, ouais. contre les Lakers, il a été énorme, hein. Ouais, je suis On, d'accord, on je suis oublie, d'accord sur la on dernière oublie vite, série. mais par contre, oui, sur la dernière série, donc il est passé d'une série où il a été décisif en termes d'adresse, il n'y avait que lui qui marquait à 3 points, même sur certains matchs quasiment. Ouais, Ouais, il a traversé de façon fantomatique. Et moi, si je peux me permettre, bien sûr. j'accorde toujours beaucoup d'importance à l'extra sportif. Je sais, c'est sans doute pas toujours très avisé, mais enfin, faut voir ce qui s'est mangé sur le plan extra sportif ces dernières semaines en termes d'attention médiatique négative. Par le passé, j'ai été dur avec lui parce que c'était lui qui provoquait ces choses-là avec des déclarations un peu voilà. Là, bon, au niveau de la famille. Entre ceux qui vont en prison, ceux qui sont arrêtés et tout ça, enfin, la tension négative autour de lui, elle est compliquée. Il faut gérer à côté de ça en plus le tout venant du quotidien d'un athlète. Je ne veux pas l'exempter, il a disparu de la série voilà, contre Minnesota, pardon. Ouais. Mais avant ça, contre les Lakers, il a été incroyable. Donc, moi, pour le côté, alors oui, il gagne beaucoup d'argent, il a un énorme contrat, mais à partir du moment où il est plus blessé, c'était son problème aussi, hein, il avait des problèmes au dos, blessures récurrentes, et qu'on sait qu'il a été capable d'être le joueur dont ils avaient besoin en termes d'efforts défensifs et d'adresse extérieure, de production offensive. Je pense que ça vaut en tout cas le coup de retenter et que c'est pas le moment de tenter un trade. Il a une valeur, mais je pense qu'ils peuvent encore lui accorder du temps pour voir si il peut refaire une saison sans grosse blessure et dans un état d'esprit plus apaisé peut-être, avec aussi des renforts. Ça fait partie de la proposition, hein, des renforts peut-être en sortie de banc pour matcher peut-être ce que faisait un Bruce Brown qui était plus du tout là. Il l'avait pas cette année. Moi, je crois encore en le côté dynastique. Il est de toute façon quasiment impossible à atteindre, mais on considère bien que les Spurs et les Warriors ont été une dynastie sans qu'ils aient fait un back-to-back ou enfin pour les Warriors si, mais ou un three-peat où ils ont gagné ils étaient là sur la durée. Donc moi, je crois encore en cette possibilité pour Denver. Je partage ton avis. Franchement, moi, la question qui m'intéresse du côté de Denver à court terme, ça va être la situation d'un mec comme KCP, qui, alors je sais plus si c'est cet été ou l'été prochain qu'il est free agent, mais il y a un moment, ils pourront plus Ouais. payer tout le monde non plus. C'est là que les choses peuvent devenir compliquées pour Denver. En tout cas, je partage ton avis. Ils font un game set contre. Voilà, ils passent à côté. Ils font une mauvaise. Enfin, non, ils n'ont pas fait qu'une mauvaise mi-temps, mais ils terminent sur une mi-temps catastrophique d'un game set. Pour autant, je pense que tout n'est pas acheté du côté des Nuggets Ouais. et je serais étonné qu'il y ait des changements drastiques à l'intersaison. Non, je pense pas non plus, hein. Murray ils vont se dire, et ils ont raison de se dire, bon bah Jokic, c'est Jokic. Murray, avec un peu de chance, il va nous faire une saison moins où il sera moins gêné par les blessures, ou en tout cas il arrivera en playoff plus frais. Michael Porter Jr. sera mieux dans sa tête. Aaron Gordon, bon bah avec le drame qui lui est arrivé, qui arrive à sa famille récemment, l'intersaison va peut-être être compliquée, mais ils peuvent se dire que lui, il est très très fiable aussi. Il n'y a pas de raison que les Nuggets envisagent un changement radical, hein, pour moi. On verra après si la saison prochaine n'est pas si c'est compliqué, mais je pense pas qu'il y aura de gros changements, en tout cas. Il nous reste, si je ne dis pas de bêtises, une petite question qui nous vient de Pierre. Cher membre de la rédaction, je ne me piquerai pas d'originalité. Permettez-moi en premier lieu d'exprimer toute ma gratitude. L'excellence de votre travail m'accompagne chaque jour. Merci Pierre. Ma question, dont vous devinerez aisément l'interlocuteur privilégié, sera laconique. Pouvez-vous donner 3 équipes WNBA dont le style sera selon vous flamboyant et le niveau de performance hautement satisfaisant cette saison? L'objectif est ici de maximiser le plaisir que j'aurai à suivre une seule équipe cette année. Il me faut préciser que je n'ai jamais regardé de match WNBA. Qu'en pensez-vous? Je Donc pense qu'elle est pour toi, Shai, la ouais, question. j'imagine que l'interlocuteur privilégié, c'est moi. Même si Théo regarde des matchs cette année, m'a rejoint dans le train, j'en suis ravi. Alors, c'est vrai que, Ouais. ouais, est-ce que d'habitude, je prenais le train en marche. C'est surtout à partir des playoffs que je commençais à suivre avec Ouais. plus d'intérêt. Là, je me suis dit, allez, dès le début de la saison régulière, je vais suivre Shai là-dessus. Bah,
pour répondre à Pierre, il y a un peu à boire et à manger, en fait, sur les équipes que tu as envie de suivre. Ça dépend si tu veux prendre une équipe qui est en développement et qui est cool à suivre sur la durée, mais qui sera pas forcément très, très performante cette année, ou si tu veux une équipe de contender, dont tu es sûr que tu vas la voir très longtemps, et jusqu'au bout. Il y a un peu de tout, hein, sur les 12 équipes. Moi, je le dis souvent, mon équipe préférée depuis quelques années, c'est Connecticut, qui est invaincue pour l'instant avec 6 victoires, 0 défaite. Mais ça rentre pas dans le cadre flamboyant de ce que tu demandais. C'est une équipe très, très académique, que j'adore pour ça justement, très, très axée sur la défense. Donc c'est peut-être pas ça sur le style flamboyant. Si tu veux du star power, bah, il y a New York, hein, c'est pas, ce qu'il y a de plus beau collectivement, mais tu sais qu'il y aura des joueuses fantastiques qui vont marquer beaucoup de points, quasiment tous les soirs. Las Vegas aussi, non? Las Vegas, alors c'est du star power, mais ça n'a pas été du, comment dire, c'est du star power qui s'est développé petit à petit, un peu façon Warriors, c'est-à-dire avec des joueuses draftées, pas de recrutement flamboyant d'un coup comme a pu le faire New York. Donc ouais, c'est la meilleure équipe de la ligue, les doubles championnes. Si t'aimes les gagnants, bon, bah, a priori, c'est bien de prendre Las Vegas. Elles seront pas loin du three-peat. Euh, Sinon, si tu veux une équipe qui est en train de se développer et qui est cool à suivre, ça peut très bien être, je sais pas, Chicago qui part de très très bas, mais qui a une Sacré identité un rookie. peu, voilà, hein, avec Angel Reese qui a de la personnalité, le goût du combat, une coach, Teresa Weatherspoon, qui vit sa première expérience en WNBA comme coach, mais qui a de la personnalité aussi. En fait, il y a une bonne raison de suivre tout le monde, Pierre. C'est, tu veux suivre Caitlin Clark pour le buzz, bah, tu vas regarder Indiana, tu vas avoir beaucoup de défaites, mais tu vas voir peut-être une joueuse all-time se développer. Pareil à Los Angeles chez les Sparks avec Cameron Brink. Tu veux voir une équipe avec une légende qui est sur le crépuscule, tu vas regarder Phoenix avec Torazi. Voilà, il y a tout, il y a tout en WNBA en fait. Tu pouvais pas faire une meilleure réponse que ça, Shai, c'est magnifique Ouais, là. je me suis laissé porter, je me suis dit, je vais quand même laisser Théo répondre, mais en fait, toi, de ce que tu as regardé, il y a une équipe ou un type de joueuse que tu as bien aimé pour l'instant? Alors, je t'avoue que j'ai regardé quand même pas mal de bouts de match, en tout cas Ouais. d'Indiana, pour voir notamment comment Caitlin Clark faisait face à la pression défensive de la WNBA. C'est vraiment intéressant quand même. Moi, je continue d'être. Alors, bien sûr, on la connaît comme shooteuse. Moi, j'adore son sens de la passe. Et Mm. de ce que j'ai vu, tu me donneras ton avis, Shai. Mais tu sens que l'équipe est pas encore au diapason, en fait, est pas encore habituée à une joueuse comme elle. Mm. Parfois, tu vois des filles qui sont surprises de voir la balle arriver dans leur direction. Mais voilà, je pense qu'il va vraiment y avoir de belles choses. Après, bah, j'avais forcément suivi le parcours comment dire, des Aces sur les 2 dernières saisons. C'est une grosse équipe. Moi, j'adore Diana Taurasi. Donc, j'ai regardé un petit peu Phoenix aussi. C'est toujours intéressant de voir ces légendes sur comme tu as dit, crépuscule de leur carrière, voir comment ils s'adaptent, ce qu'ils peuvent toujours apporter à leurs équipes. Ouais, c'est surtout ces équipes-là que j'ai vu jouer. J'ai Ouais. pas vu jouer toutes les équipes. Chicago, j'ai vu des highlights. J'avais vu Reese en comment dire, en NCAA, bien entendu. J'ai pas encore vu toutes les équipes. Ouais. Bah, pour répondre à ta question sur Indiana, enfin pour donner mon avis sur Indiana, euh, tous les gens qui ont voulu absolument suivre cette équipe pour voir Caitlin Clark, il faut que ce soit des gens qui soient prêts à voir une équipe qu'on est assez balbutiement en termes de développement. Caitlin Clark, elle est ciblée, elle est rudoyée, elle a un traitement qui est digne des joueuses de grand talent, c'est-à-dire beaucoup de prises à deux, beaucoup de jeux très très durs, de la presse tout terrain, parfois, c'est très dur, mais elle apprend le métier comme ça, donc faut pas être déçu de ce qu'on voit, hein. Je trouve que c'est justement très intéressant de voir comment elle s'adapte à toutes ces situations. Et tu as raison, c'est des joueuses qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer avec une joueuse de ce profil-là. C'est aussi des joueuses de grand talent qui sont en développement. Alia Boston, qui était la first pick l'année d'avant, hein, et qui était une championne NCAA aussi, elle aussi est en développement. Nalissa Smith, voilà, il y a plein de. Il faut aussi. Il y a un truc qu'on dit jamais sur Caitlin Clark et sur les jeunes joueuses qui arrivent en WNBA, c'est-à-dire qu'elle vient de finir la saison en NCAA, elle était en finale, donc c'était très très récent. Elle enchaîne. Elle a enchaîné directement. C'est-à-dire que là, les stars de NBA, enfin les jeunes, les rookies qui arrivent, que ce soit first pick ou pas, ils ont tout un été, tout un training camp pour prendre la température, apprendre les systèmes, tout ça. Là, les joueuses WNBA, enfin, qui arrivent de NCAA, elles ont 15 jours et elles sont obligées de se rendre sur place directement, d'apprendre un nouveau mode de fonctionnement, euh, des déplacements lointains, un style de jeu qui n'a rien à voir avec l'NCAA, des règles parfois différentes. Donc, c'est aussi tout à leur honneur de réussir à être performante très tôt, malgré le challenge que ça représente, de tout de suite être dans le bain professionnel. Enfin, faut s'imaginer ça. Il n'y a pas de période d'adaptation. Et tu te passes tout de suite
de te manger. Alors, elle était déjà très surveillée en NCAA, Caitlin Clark, hein, mais le niveau des joueuses qui s'occupaient d'elle n'était pas la même chose. Là, son premier match WNBA, c'était contre Connecticut, donc l'équipe dont je parlais tout à l'heure. Elle s'est mangée deux des meilleures défenseuses de toute la ligue sur le dos, de défense très agressive. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est des joueuses professionnelles qui jouent dur tout de suite et qui n'ont aucun intérêt à laisser une rookie leur marcher dessus. Donc voilà. Donc Pierre, j'espère qu'on a répondu à ta question. Ma réponse comme ça, c'est tout le monde tu peux regarder tout le monde, tu trouveras de l'intérêt dans toutes les situations. Un peu comme en NBA quelque part, hein. On peut se fixer sur un projet qu'on aime bien, des joueurs et des joueuses qu'on aime bien, mais regarde tous les matchs, c'est le mieux. Voilà pour vos questions. Il y en avait encore plein. Désolé, on n'a pas pu tout poser, mais merci vraiment pour tous les messages et toutes les questions que vous nous avez posées encore cette semaine. Merci à tous, merci Shai d'avoir fait voilà, d'avoir recueilli toutes ces questions. On vous souhaite de passer un super week-end. On vous donne rendez-vous lundi pour nouveau CQFR bien sûr, podcast avec Antoine. D'ici là, vous avez le Hoop Culture dimanche. Voilà, on a hâte maintenant, c'est les finales NBA. On a les yeux braqués là-dessus. En tout cas, ça ne nous empêchera pas de continuer à faire les CQFR même les lendemains de jours où il n'y aura pas eu de match pour disséquer toute l'information NBA et du basket dans son sens très large avec vous. Profitez bien du week-end. On espère que vous aurez un peu de soleil. Shai, moi, j'en peux plus. J'ai l'impression d'être au mois de novembre à Dublin. Là. J'ai froid chez moi et c'est plus possible. Donc, on espère que vous aurez des rayons de soleil. Et on vous dit à très vite. Ciao à tous. Ciao.